c'est une véritable misère que vivent les Sud-Africains en cette période de pandémie de Covid-19. Ils sont plus de 2 millions à avoir perdu leur emploi. Pour se faire entendre, ils ont manifesté dans plusieurs villes. Deux accusés sont reconnus coupables dans le procès de l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi. Le juge les retient dans les liens de complicité de conspiration. En septembre 2013, 67 personnes ont été tuées dans ce commerce. La crainte de violence électorale meurtrière est forte en Côte d'Ivoire. C'est la conviction de la plateforme nationale. Ce grand syndicat invite les autorités ivoiriennes à reporter l'élection présidentielle du 31 octobre. C'est ça l'essentiel à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso a accepté 14 des 23 candidatures reçues pour la présidentielle du 22 novembre, validant celle des principaux favoris du scrutin, a-t-on appris auprès de l'organisme en ce soirée de mercredi. Cette sélection n'est qu'un premier trait avant celui du Conseil constitutionnel qui a désormais 10 jours pour valider ou non chacune des 14 candidatures. Parmi les candidats retenus figurent notamment Roch Marc Christian Kaboré qui brigue un deuxième mandat, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabéré ou encore Koedi Kombeogo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ancien président Blaise Compaoré. On reste avec la brève, vous parlez donc des militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août au Mali avant de s'engager dans une transition censée ramener les civils au pouvoir. Ils ont annoncé mercredi la libération de 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors de leur coup d'État. Parmi les personnalités libérées figurent l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, l'ancien président de l'Assemblée nationale et certains gradés de l'armée. Toutefois, les intéressés restent à la disposition de la justice pour toutes fins utiles, ajoute le test. Et puis, cette fois en Afrique du Sud, c'est une véritable misère que vivent les Sud-Africains en cette période de pandémie de coronavirus. Ils sont plus de 2 millions à avoir perdu leur emploi. Alors, pour faire entendre leur son de cloche, ils ont manifesté dans plusieurs villes du pays. Reportage. Ces rassemblements minimalistes à cause de l'épidémie étaient organisés à l'appel de la principale centrale syndicale, la COSATU, pour dénoncer aussi la faiblesse des salaires et les nombreux scandales de corruption liés au Covid, un vol flagrant de fonds destinés aux contribuables. Les pertes d'emplois sont énormes. Plus de 2 millions de personnes sont sans activité entre avril et juin, promettant encore plus de pauvreté et d'inégalité au pays le plus industrialisé d'Afrique. Des centaines d'employés infirmiers, postiers et policiers ont défilé et chanté sous un ciel lourd à Pretoria. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de corruption et depuis la pandémie, c'est pire. Fonds détournés, contrats passés auprès de sociétés politiquement amies, surfacturation et fraude, le pays est confronté ces dernières semaines à une série gênante de scandales de corruption liés aux fonds alloués pour lutter contre le coronavirus. L'auditeur général, l'équivalent d'un président de la Cour des comptes, a dénoncé des niveaux effrayants de corruption alors que des enquêteurs épulchent les comptes de plus de 600 sociétés et organismes ayant reçu plus de 250 millions d'euros pour fournir des équipements de protection aux soignants et distribuer de l'aide. La COSATU, qui revendique plus d'1 million de syndiqués, a pris ses distances avec l'ANC, le parti au pouvoir, sur sa gestion de la pandémie. En Tunisie, des membres de la société civile ont manifesté devant le Parlement à Tunis pour appeler les députés à rejeter un projet de loi controversé visant à protéger les forces de l'ordre, un projet de loi qui menace les libertés. Des dizaines de manifestants d'ONG tunisiennes et internationales se sont mobilisés mardi dans le cadre de la campagne Haseboum, qui signifie poursuivre les injustices contre un projet de loi qui garantit la protection des agents des forces armées, policiers, militaires et douaniers
contre les agressions menaçant leur sécurité et leur vie afin de garantir la stabilité de la société tout entière. Selon ces organisations de la société civile, ces textes de 15 articles menacent toujours les droits et libertés des citoyens malgré les amendements dont le texte a fait l'objet sous la pression de la société civile. Proposé en 2015 et transmis au Parlement peu après l'attaque djihadiste contre le musée du Bardo à Tunis qui avait fait 22 morts, dont un policier tunisien, le projet prévoit des sanctions contre les agressions à l'encontre des agents des forces armées et retire toute responsabilité à un agent dans l'exercice de ses fonctions, surtout quand il se trouve en situation de danger. Nous sommes opposés à cette loi contre les agressions contre les forces de l'ordre qui est devenue la loi de protection de la police et de la douane. Pour nous, cette loi est abusive contre les droits et libertés. Nous sommes contre cette loi. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et nous allons essayer d'empêcher le vote de cette loi. Nous sommes contre un État policier et pour un État démocratique qui garantit les libertés et les droits. Dans un communiqué commun, 23 ONG tunisiennes et internationales comme la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Avocats sans frontières et l'Organisation mondiale contre la torture ont condamné la tentative d'adopter ce projet de loi quelques mois avant le 10e anniversaire de la Révolution. Lundi, Amnesty International a appelé dans un communiqué les parlementaires tunisiens à rejeter un projet de loi qui renforcerait l'impunité des forces de sécurité et les protégerait de toute responsabilité pénale pour l'utilisation de la force meurtrière pour protéger les bâtiments de sécurité. 2 accusés sont reconnus coupables dans le procès de l'attaque du centre commercial de Westgate de Nairobi. Le juge les retient dans les liens de complicité de conspiration. En septembre 2013, faut-il le rappeler, un commando s'en était pris au complexe et a fait 67 morts. Au terme d'un long et tortueux procès débuté en janvier 2014, le magistrat a jugé Mohamed Ahmed Abdi et Assam Hussein Mustafa coupables d'avoir conspiré et apporté un soutien aux 4 membres du commando qui avaient péri dans cette attaque revendiquée par les islamistes radicaux maliens Chebab affiliés à Al-Qaïda. Le 3e accusé, incarcéré depuis 7 ans, a été acquitté au bénéfice du doute et immédiatement autorisé à quitter le boss. Un 4e accusé avait été acquitté début 2019, faute de preuves. Le magistrat prononcera les peines contre les 2 coupables le 22 octobre prochain. Les 2 coupables étaient en communication constante avec les assaillants, comme l'a prouvé l'accusation, a estimé le juge. Le samedi 21 septembre 2013, à la mi-journée, un commando de 4 hommes avait fait irruption dans le Westgate en lançant des grenades et tirant sans discernement sur les commerçants et les clients de ce luxueux centre commercial de la capitale kenyane avant de s'y retrancher. Avait alors débuté un siège de 4 jours retransmis en direct à la télévision. L'attaque avait été revendiquée par les islamistes somaliens Chebab. La crainte de violences meurtrières électorales est forte en Côte d'Ivoire. C'est la conviction de la plateforme nationale. Ce grand syndicat invite les autorités ivoiriennes à reporter l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Reportage. La plateforme nationale est un grand syndicat ivoirien regroupant une 50aine d'organisations des secteurs publics et privés. Elle demande un report de l'élection présidentielle du 31 octobre. La fêtière parle de risques élevés des violences post-électorales. Nous sommes favorables pour un report de ces présidentielles. La plateforme nationale exige de la classe politique ivoirienne et particulièrement du pouvoir en place l'organisation d'assises nationale pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et apaisée, a déclaré son président Théodore Nyanya Zadi lors d'une conférence de presse. Si l'organisation d'une telle rencontre dont l'objectif est de sauver des vies commande un report des élections, alors il ne faut guère s'attacher au fétichisme des dates, a poursuivi Zadi, dont la plateforme fut à l'origine d'une longue grève des fonctionnaires qui avait paralysé pendant de longues semaines l'administration publique du pays en 2017. Une quinzaine de personnes sont mortes en août dans des violences survenues dans le sillage de l'annonce de la candidature controversée du président Ouattara à un 3e mandat.
Des Israéliens ont de nouveau manifesté contre la gestion économique et sanitaire de la pandémie de Covid-19 par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des rassemblements à Tel Aviv et Jérusalem malgré un renforcement des restrictions. À Tel Aviv, des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants qui tentaient de passer à travers un cordon de sécurité. Selon le porte-parole de la police, ils ont défilé en violant les restrictions liées au Covid-19. Alors que les manifestations anti-Netanyahou se multiplient depuis juillet pour critiquer sa gestion économique et sanitaire de la pandémie, mais aussi dénoncer la corruption et appeler à un changement, les autorités israéliennes ont annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour une semaine supplémentaire. Je n'ai pas de travail maintenant. J'étais serveuse avant le coronavirus et ils ont fermé tous les restaurants. Ensuite, ils les ont rouverts un peu, puis refermés. Je n'ai pas de revenus ni de travail depuis plusieurs mois et je ne suis pas optimiste sur la situation et j'ai l'impression que ça va être vraiment dur. Je suis venue ici avec un drapeau noir pour manifester contre la situation dans laquelle on est et la peur qu'il n'y ait bientôt plus de démocratie ici avec des décisions politiques irrationnelles. À Jérusalem, les manifestants arborant des drapeaux israéliens ont respecté la distanciation physique et porté des masques. La semaine dernière, le Parlement israélien a approuvé une loi restreignant les rassemblements lors du reconfinement. La loi interdit aux manifestants de s'éloigner de plus d'1 kilomètre de leur domicile, mais le quotidien de gauche Haaretz a rapporté que des applications étaient apparues sur les réseaux sociaux pour fournir aux internautes la localisation de la manifestation la plus proche de chez eux. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.